Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler chauffage, chauffage d'appoint, chauffage occasionnel et chauffage nomade. Tout ça dans le même appareil. C'est un chauffage au gasoil. L'hiver arrive et avec lui, les températures basses. Et quand on a soit un véhicule ou qu'on a une pièce qui n'est reliée à aucun réseau, c'est-à-dire aucune cheminée, aucun réseau électrique, eh bien, il faut un chauffage d'appoint. Et il y en a de toutes sortes. Il y en a au gaz, au pétrole, au diesel, comme celui que je vais vous présenter. Ce petit appareil fait 8 kW et il fonctionne avec du gasoil. Et bien sûr, on peut l'utiliser aussi quand on n'a pas d'électricité. Il fonctionne en 12 volts. Donc ici, il y aura une arrivée d'air et il y aura une extraction de fumée. Ça, c'est important à noter. Parce que oui, un poêle à bois, ça consomme du bois et ça évacue des fumées. Et ici, un dispositif comme celui-là consomme du gasoil et évacue des fumées. Il y a un petit pot d'échappement. À utiliser ce genre d'appareil, que ce soit au pétrole, au gaz ou au gasoil, il y a deux risques. Le premier risque, c'est l'incendie, bien évidemment, donc il faut avoir un instincteur à porter. Ici, c'est un instincteur à poudre. Et ensuite, il faut avoir ce genre de détecteur pour vérifier qu'on n'a pas un taux de CO2 qui soit hors norme. Le CO2, ça ne se sent pas, ça n'a pas d'odeur et ça peut tuer. Cet appareil, j'aurais pu le connecter à une batterie de voiture, mais j'ai des stations de recharge, des stations 12 volts ou 220 volts d'ailleurs, ça fonctionne dans les deux tensions, qui sont rechargeables et qui ont une capacité plus importante. Je vais donc tester cet appareil, ce chauffage d'appoint, branché sur une station de recharge. Et ça va durer plus longtemps parce que la station de recharge a une capacité plus grande que la batterie. Et en plus, elle se recharge beaucoup plus vite. Je vous mets les liens vers tous ces matériels dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. Et concernant ce poêle, je me suis aperçu avec la caméra thermique que le tuyau ici avait une température à peu près par là de 90 à 100 degrés. Sur toute cette tuyère, ça part de 200 degrés ici et ça monte à 100 degrés ici. Donc là, j'ai une réserve d'énergie que je n'utilise pas. Idéalement, il faudrait que ça ressorte froid ici. Donc tout ça là, je pourrais le refroidir. Il faudra que je trouve une solution. Si quelqu'un l'a déjà fait, ça m'intéresse. On va commencer par installer le tuyau d'échappement. On n'est pas obligé d'enlever le capot, mais je préfère l'enlever. Ben non, j'ai pas besoin d'enlever le capot. Le capot, c'est lui qui tient l'ensemble des composants à l'intérieur, qui les empêche de bouger. Une fois que le capot est monté, ça ne bouge plus. Donc ici, on a l'évacuation d'air chaud. On a donc l'air chaud qui sort ici. Les gaz d'échappement qui sortent ici. Et ça, c'est la tuyauterie d'évacuation des gaz d'échappement. Alors, comme je vais le poser au sol, il faut que je lui fasse faire un coude. Est-ce que ça va être possible? Non, ça va pas être possible. Donc il va falloir lui fabriquer des pieds pour pouvoir le surélever. De manière à pouvoir avoir ici un coude sous la machine. Et ce tuyau est très petit. Ce tuyau fait 50 cm. Est-ce que l'autre c'est pareil? Ça c'est l'admission d'air. L'admission d'air elle va ici. Et elle, par contre, on peut la tourner et la mettre comme ça. Voilà. Là c'est pas mal. Ça par contre on peut pas. Ou alors il faut le couper. C'est ce que je vais faire. Mon idée c'est de le faire sortir ici. Et donc de pouvoir le poser à plat. Donc je vais le couper de manière à pouvoir l'emmancher et le couder. Voilà. Bon, c'est un vulgaire tuyau métallique, hein. Et là, c'est mieux. Du coup, je peux le faire sortir par là. Bon, je vais rajouter le collier. Tout est fourni, il n'y a pas de problème avec ça. On va faire comme ça. Allez. On visse correctement les connexions, surtout quand on est en point bas comme ça, parce que c'est là où le CO2 va sortir si jamais on n'a pas été vigilant. Alors de ce côté ça pose pas de problème, par contre de celui-là il faut que je rajoute une cale, parce que même si je le fais sortir comme ça, ici ça va toucher, donc il faut que je mette des cales ici. Je vais le tester sur ma terrasse pour alimenter mon abri de jardin ou mon extension de terrasse que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps et qui n'est connecté à aucun réseau, que ce soit l'eau, l'électricité, il n'y a rien du tout. Donc ça me permettra d'avoir un petit chauffage d'appoint si l'hiver je veux aller faire un tour là-bas dedans. Et pour ça, eh bien, je vais faire une adaptation avec un panneau qui va faire la jonction baie vitrée légèrement ouverte pour pouvoir faire passer le tuyau d'entrée d'air chaud. Il y a un des deux éléments qui doit traverser la cloison, c'est soit l'air chaud qui va sortir, soit l'évacuation des fumées.
Tout dépend de l'utilisation et de l'endroit où vous voulez l'utiliser. Donc les fumées, c'est un diamètre de 25 et l'admission d'air, c'est un diamètre de 80. Et si je veux l'utiliser dans l'atelier, il va falloir que je perce une admission d'air de diamètre 80 à travers le mur, à travers une porte, à travers quelque chose. Il y a beaucoup de vidéos qui existent sur l'installation de cet appareil dans des camping-cars où c'est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de faire traverser la ligne d'échappement au plancher et de faire passer cette tuyère à travers une cloison. On installe ça dans un coffre et ça fonctionne très bien. Mais attention, dans un camping-car, on est dans un espace qui est très clos. Il y en a même certains qui disent que si on ne fait pas attention ici, ça fume. Ben oui, ça fume et donc du coup, on risque de s'intoxiquer. Donc dans un camping-car, un détecteur de CO2, c'est impératif. Mais dans un camping-car ou dans un fourgon, c'est beaucoup plus facile à installer, notamment au niveau du conduit d'évacuation puisque c'est vertical et on le fait passer dessous et ça, on le met sous le fourgon. Bon, suivant ce que vous allez faire, toutes les vis ne sont pas fournies. Par exemple, cet équerre est fourni, mais la vis de fixation n'est pas fournie. Tout comme ici, les colliers sont fournis, mais là, j'ai percé le carter pour mettre le collier contre le carter. La vis n'est pas fournie. Donc, il faudra un petit peu de matériel annexe. Même s'il y en a, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout et c'est du Vévor, hein, donc ça veut dire qu'il faut quand même être assez bricoleur. Tout n'est pas forcément très étudié. Ça ne veut pas dire que tout ne soit pas fonctionnel. Par exemple, les colliers de serrage ne sont pas adaptés au diamètre du tuyau d'alimentation d'air. Si on serre trop fort, on écrase le tuyau. Ici, c'est du 28 et les colliers fournis sont en 25. Je profite du fait d'avoir une imprimante 3D pour réaliser des joints qui vont permettre d'éviter d'avoir des coupures de câbles. Parce que ici, et ici, au passage de la tuyauterie de gasoil et des connexions électriques, on a de la tôle qui a été découpée et qui est un peu abrasive. Pareil ici. Alors c'est pas comme si ma machine allait se trimballer, c'est-à-dire s'il y avait des vibrations, elle va être posée donc il n'y a pas de problème, mais quand on la met dans un fourgon ou dans un camping-car, il vaudrait mieux se préoccuper de ça. Parce qu'avec les vibrations, ça va se couper. C'est sûr. Voilà, une fois installé. Et si vous n'avez pas d'imprimante 3D, ben faites avec du scotch, avec tout ce que vous pouvez pour éviter que la tôle coupe les tuyaux. Enfin, idéalement, ce tuyau là d'alimentation du gasoil devrait être un tuyau renforcé, comme à l'arrivée. Ici, c'est le réservoir, là, c'est la pompe. On a un tuyau renforcé ici, mais on ne l'a pas là-bas. C'est un peu incohérent. Ça devrait être l'inverse, parce qu'ici, il y a un petit peu de pression et ici, il n'y en a pas. Bon, et en plus, ici, ça va être soumis à la chaleur dessous. Donc, peut-être que ce tuyau-là est bien, mais que celui-là n'est pas suffisant. Donc, je vais voir si je trouve un tuyau renforcé. Alors, soyons clairs, toutes ces modifications ne sont pas obligatoires. Je les fais parce que j'estime que ça va augmenter la durée de vie de cette machine et j'aime bien, moi, entretenir les machines et les faire durer le plus longtemps possible. Ce n'est pas une machine très haut de gamme, ce n'est pas le haut de la fourchette de prix, donc on peut s'attendre à avoir des choses qui sont plutôt rudimentaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a des défauts, mais ça veut dire que la conception est un peu rudimentaire. Pour les défauts et le fonctionnement, on va voir ça maintenant. J'arrive pas à voir sur l'écran en plein soleil. Bon, par contre, je sens que ça souffle. J'entends que la pompe tourne. Connecting. Température ambiante. Bon, ça tourne. Ici, c'est chaud. C'est parti.
alimenté par la station de recharge. C'est quand même... ça fait du bruit quand même, hein. À l'intérieur, ah mais là ça souffle chaud. Ça souffle chaud au bout de 5 minutes. On a des indications ici sur la température. Le maximum est à 130 degrés, c'est la sortie de tuyère en bas. Donc sur la sortie d'air, je suis à 50 degrés. Donc ici on voit la projection de l'air chaud sur les arêtes là d'OSB. Et on est à 25. 25, 23. La sortie de la buse. Elle est à 50. Donc 22. Le local ici était à 19. Si je regarde là-bas, je suis à 17, 18, 18. Donc ça va vite monter. On voit la tuyère et le gaz qui sort de la tuyère. Air chaud. On peut tout toucher. Ça fait 50 degrés donc. 50 degrés, c'est chaud. C'est chaud, mais là, honnêtement, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a quand même une certaine pulsation. Ça propulse jusque là-bas. Et ça monte très très vite en température parce que le débit, j'ai pas une idée du débit, mais le débit est quand même important. Par contre, ça fait du bruit. Pour avoir déjà utilisé du Truma dans les camping-cars, c'est-à-dire c'est le chauffage d'appoint au gaz, ça fait le même bruit qu'un Truma. Hein. C'est la même chose, sauf que là, c'est que le chauffage, il n'y a pas l'eau chaude. Et si on regarde de près, je vais le mettre comme ça pour qu'on le voit, voilà le rayonnement qu'il y a. Là, je suis à 60, là, je suis à 30 degrés. Et ça rayonne, voilà, la chaleur, elle rayonne comme ça. On voit la diffusion, ça va jusque là-bas. Hein. Donc quand j'ai commencé la vidéo, j'étais à 18, mais j'ai la baie vitrée ouverte, je vais la fermer. Voilà, je ferme la baie vitrée, je suis à 19 degrés 6 ici, 19 degrés 8, là-haut je suis déjà haut, la chaleur montant, je suis à 21. Donc là, à l'espace d'un quart d'heure, on va arriver à monter à 20 degrés facile dans la pièce. Alors le panneau frontal là n'est pas très lisible, il n'est pas très lisible en plein soleil, en pleine lumière, mais cet appareil normalement n'est pas destiné à être en pleine lumière, donc il n'y a pas de problème. Et je pensais qu'on pouvait le décrocher cet écran, mais j'ose pas, je pense pas qu'il se décroche. Donc là j'ai pris pratiquement 1 degré, là j'ai pris pratiquement 1 degré aussi, et avec la télécommande on voit la température ici de la pièce, 20 degrés. Ça c'est la régulation. Ça marque des hertz, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Quand on monte la vitesse, en fait, ici, là, on augmente le débit. La régulation se fait par le débit qui traverse la tuyère, donc l'arrivée de gasoil. Il n'y a que ça qu'on régule. Il n'y a pas de régulation par la température, directement. Ici, si on veut mettre le chauffage à l'intérieur, il faut mettre l'évacuation de fumée à l'extérieur et donc faire passer à travers la cloison ici un tuyau qui fait 140 degrés. Je préfère faire passer l'arrivée d'air chaud qui elle n'est qu'à 50. C'est beaucoup plus sécurisant. Dans cette phase là maintenant de stabilisation, on n'a plus la chaudière qui pulse énormément, qui consomme énormément, donc on a 80 degrés ici et on a 70 ici. Mais au départ, on est monté à 130 degrés, le temps de faire chauffer la tuyère. Alors pour être complet, avec le mesureur de CO2, ici on est à 0, donc on est vert, 0 ppm, donc on est vert, tout va bien. On va rentrer à l'intérieur. Donc ici on a toujours 0 ppm. On a une température, alors c'est donné à 17 degrés, il monte, 64% d'humidité.
on est toujours à 0 ppm. On va le mettre ici, 23, 27, 31, mais il est toujours à 0 ppm. Et il se met en veille et il permet de mesurer le CO2 et d'alarmer, de mettre une alarme si jamais c'est pas bon. 23, 20,7, on a pris 2 degrés. On a pris 2 degrés le temps de tourner les images, un quart d'heure. Et ce local fait 3 par 3. Et ma petite astuce, elle n'est pas vraiment... elle n'est pas optimale. Il va falloir que j'arrange ça. Bon, on entend le bruit de l'air, de la tuyère, mais franchement, c'est pas très gênant, hein. Je vous ai donné beaucoup d'informations sur cette machine. Il y en a encore plus dans la description de la vidéo, il y a un lien. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. Pas trop technique parce que je ne suis pas quand même un spécialiste du chauffage au diesel. Et rappelez-vous, respectez bien les consignes de sécurité avec ce genre d'appareil. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à revenir me voir dans un prochain épisode. À très bientôt. Ça vient de s'arrêter et c'était à 62 degrés quand ça s'est arrêté. 62 degrés, c'est la température à l'intérieur de la chambre. Dernière précision, il ne faut absolument rien mettre devant cette bouche d'aération. C'est l'aspiration d'air pour la tuyère. C'est important que ce soit libre, à une grande distance, hein, au moins 20 ou 30 cm. Ici, tout est froid. Même ça, c'est froid. Alors que je viens de l'arrêter. C'est sécurisé. Je passe mes mains dessous. Normalement, on est à 60 degrés. Hein. Tout est froid. J'ai fait une vidéo pour cette station de puissance. Je vous y renvoie. Elle est super. Et elle permet de brancher des accessoires en 12 volts. Bon, je pense que je vais devoir trouver une autre solution pour le manchon parce que celui-ci a été complètement déformé. Normalement, ça sera molli à partir de 120 degrés. Il y avait du poids dessus aussi, ça n'a pas dû aider.